Comme il poussait le fauteuil à travers le salon, le gros volume intitulé Les chemins du souvenir attira à nouveau son œil. Il avait l'épaisseur d'une Bible familiale. Sa curiosité éveillée, il le ramassa et l'ouvrit. Sur la première page figurait un article de journal d'une colonne avec pour titre Mariage Wilkes-Berryman, accompagné d'une photo où l'on voyait un jeune homme pâle au visage étroit, en compagnie d'une femme aux yeux sombres et à la bouche pincée. Paul compara la photo avec le portrait qui trônait au-dessus de la cheminée. Pas de doute, la femme qui d'après l'article s'appelait Chrysilda Berryman, ça c'est un nom digne d'une héroïne des Misery, songea Paul, était bien la mère d'Annie. Dessous, en lettres bâton et à l'encre noire, était écrit Baskerville, 30 mai 1938. La page 2 était consacrée à l'annonce d'une naissance, celle de Paul Emery Wilkes, le 12 mai 1939, au Receiving Hospital de Baskerville. Les heureux parents, Carl et Chrysilda Wilkes. Le prénom du frère aîné d'Annie fut un choc pour Paul. C'était sans doute avec lui qu'elle avait dû aller voir les feuilletons au cinéma, avec ce frère qui s'appelait Paul, lui aussi. La naissance d'Annie Marie Wilkes occupait la page 3, en date du 1er avril 1943. Les heureux parents étaient toujours les mêmes. Le fait qu'elle fût née le jour des fous n'échappa pas à Paul. À l'extérieur, les rafales redoublaient de violence, tandis que la pluie battait la maison. Fasciné, ses souffrances momentanément oubliées, Paul tourna la page. L'article suivant provenait également du journal de Baskerville. La photo montrait un pompier, juché sur une échelle, se détachant sur un fond de flammes qui montait en tourbillonnant des fenêtres d'un immeuble. Le titre disait « Incendie dans un immeuble de location, 5 morts ». 5 personnes, dont 4 d'une même famille, ont trouvé la mort à l'aube, mercredi matin, asphyxiées par la fumée lors de l'incendie qui a ravagé un immeuble d'appartements de Baskerville sur Watch Hill Avenue. 3 des victimes sont des enfants, Paul, 8 ans, Frédéric, 6 ans, et Alison Kremitz, 3 ans. La quatrième est leur père, Adrian Kremitz, âgé de 41 ans. Monsieur Kremitz, ayant sauvé la plus jeune de ses enfants, Lorraine, 18 mois, voulut aller chercher les autres. D'après Madame Kremitz, après lui avoir confié le bébé, son mari lui aurait dit « Je vais chercher les autres, j'en ai pour une minute, prie pour nous ». Et elle ne l'a pas revu vivant. La 5e victime, Irwin Tallman, 58 ans, était un célibataire qui vivait au dernier étage du bâtiment. L'appartement du 2e se trouvait inoccupé au moment de l'incendie. La famille Wilkes, tout d'abord portée et manquante, avait quitté son domicile le mardi soir à cause d'une fuite d'eau dans la cuisine. Je pleure pour Madame Kremitz et le deuil qui la frappe, confia Chrysilda Wilkes à un journaliste de Baskerville. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir épargné mon mari et mes 2 enfants. Le capitaine des pompiers, Michael Owen, a précisé que le feu s'était déclaré dans le sous-sol de l'immeuble. Interrogé sur la possibilité d'un incendie criminel, il a répondu « Il est plus probable qu'un clochard ivre a dû s'introduire dans le sous-sol pour y passer la nuit et a mis le feu avec une cigarette. Au lieu de chercher à l'éteindre, il a sans doute pris peur et s'est enfui. J'aimerais bien que l'on rattrape ce salopard, responsable de 5 morts. » À la question de savoir si la police disposait d'indices, il a répondu « Elle dispose de plusieurs pistes et ça ne va pas traîner, moi je vous le dis. » Même lettre bâton en dessous de l'article. 28 octobre 1954. Paul releva la tête. Il restait parfaitement immobile, mais son pouls s'était accéléré dans sa gorge et il ressentait une impression de chaleur et de relâchement dans les intestins. Des petits morveux. 3 des victimes étaient des enfants, les 4 morveux du rez-de-chaussée. Oh non, Seigneur, non! Je détestais ces petits morveux. Elle n'était qu'une enfant et ne se trouvait même pas dans la maison. Elle avait 11 ans, assez grande et peut-être assez dégourdie pour avoir l'idée de répandre un peu d'essence autour d'une bouteille d'alcool à bon marché, puis d'allumer une bougie et de la planter au milieu de la flaque d'essence. Elle s'est peut-être dit que ça ne marcherait pas, que l'essence allait s'évaporer avant que la bougie eût fini de se consumer. Peut-être avait-elle pensé qu'ils s'en tireraient tous, que c'était un moyen pour les pousser à déménager en leur faisant peur. Mais elle l'a fait, Paul, elle l'a foutrement fait, et tu le sais bien. Oui, tout lui disait que oui, et qui aurait pu la soupçonner? Il tourna la page. Il tomba sur un autre article du journal de Baskerville, celui-là en date du 19 juillet 1957, et accompagné d'une photo de Carl Wilkes. Il avait l'air un peu plus vieux, mais une chose était claire, il ne paraîtrait jamais plus âgé. Il s'agissait d'un article nécrologique. Le titre disait « Un de nos concitoyens se tue dans une chute accidentelle ».
Carl Wilkes, un habitant de toujours de Baskerville, est mort peu après son admission au Hernandez Hospital la nuit dernière. Monsieur Wilkes aurait trébuché sur un tas de linge laissé en haut de l'escalier en voulant descendre répondre au téléphone. Le docteur Frank Canley, de service au moment de l'admission, a déclaré que Carl Wilkes était mort de fractures multiples au crâne et à la nuque. Il était âgé de 44 ans. Wilkes laisse derrière lui son épouse, Chrysilda, un fils, Paul, 18 ans, et une fille, Annie, 14 ans. Lorsque Paul passa à la page suivante, il crut pendant un moment que Annie avait collé 2 articles sur la mort de son père, soit pour des raisons sentimentales, soit par accident, cette dernière hypothèse lui apparaissant comme la plus probable. Mais c'était d'un tout autre accident qu'il s'agissait, et ce qui les rapprochait était extrêmement simple, aucun des deux n'avait été un accident. Il se sentit envahi par un sentiment de terreur pure. En dessous de l'article, écrit à la main, on lisait « Los Angeles Call, le 29 janvier 1962 ». Chute mortelle pour une étudiante de l'USC. Le décès d'Andrea St. James, étudiante infirmière à l'USC, a été déclaré la nuit dernière, peu après son admission au Mercy Hospital de Los Angeles Nord. Elle a été apparemment victime d'un accident bizarre. Miss St. James partageait un appartement sur Delorme Street avec une camarade d'études, Annie Wilkes de Baskerville. Peu avant aux heures du soir, Miss Wilkes entendit un cri bref suivi de terribles bruits sourds de chute. Miss Wilkes, qui révisait ses cours, se précipita sur le palier du 2e et aperçut son amie sur celui d'en dessous, gisant dans une position tout à fait anormale. Miss Wilkes a déclaré que dans sa précipitation pour lui venir en aide, elle a failli tomber elle-même. « Nous avions un chat du nom de Peter Gunn », a-t-elle dit. « Cela faisait plusieurs jours que nous ne l'avions pas vu, et nous pensions que la fourrière avait dû le ramasser, car nous ne lui avions toujours pas mis de collier. Il était sur la marche du haut, mort. Elle a dû trébucher sur le chat. J'ai mis mon cardigan sur Andrea et j'ai appelé l'hôpital. J'avais compris qu'elle était morte, mais je ne savais que faire d'autre. Miss St. James, née à Los Angeles, avait alors 21 ans. Seigneur Jésus! Paul se mit à répéter cette incantation à voix basse. Sa main tremblait comme une feuille lorsqu'il tourna la page. Il tomba sur un autre extrait du Los Angeles Call qui expliquait que le chat adopté par les infirmières avait été empoisonné. Peter Gunn, nom charmant pour un chat, pensa Paul. Des rats avaient envahi le sous-sol de l'immeuble. Les plaintes des locataires s'étaient traduites par un avertissement de l'inspection sanitaire l'année précédente. Le propriétaire avait fait un scandale lors du conseil municipal suivant, au point que les journaux en avaient fait état. Annie devait être au courant. Devant la menace d'une amende de la part des conseillers municipaux qui n'appréciaient pas de se faire insulter, le propriétaire avait déposé des appâts empoisonnés dans le sous-sol. Le chat en avait mangé. Il s'était traîné dans les caves pendant 2 jours. Il avait tenté de rejoindre ses maîtresses avant d'expirer et avait provoqué la mort de l'une d'elles. Une ironie digne d'un humoriste professionnel, pensa Paul Sheldon, éclatant d'un rire frénétique. Tout à fait ce qu'il faut pour un sujet d'1 minute à la radio. Impeccable, absolument impeccable. Mis à part, cela va de soi que nous n'ignorons pas que Miss Wilkes a donné elle-même un appât empoisonné au chat, et que si le malheureux Peter Gunn n'en a pas voulu, elle le lui a fourré de force dans le gosier avec un bâton. Une fois mort, elle l'a déposé sur la marche, en espérant que ça fonctionnerait. Peut-être avait-elle de bonnes raisons de penser que sa collègue rentrerait un peu pompette. Ça ne me surprendrait pas. Un chat mort, un tas de vêtements, même technique, comme lui aurait dit son ami Tom. Mais pourquoi Annie ? Ces articles me disent tout sauf cela. Pourquoi ? Dans un effort d'autoconservation, une partie de son imagination, au cours des dernières semaines, s'était littéralement identifiée à Annie, et cette partie-là venait de prendre la parole, parlant d'un ton sec, refusant toute contradiction. Et si ce qu'elle disait paraissait complètement délirant, ses propos n'en présentaient pas moins une logique parfaite. Je l'ai tuée parce qu'elle écoutait la radio tard le soir. Je l'ai tuée à cause du nom idiot qu'elle avait donné au chat. Je l'ai tuée parce que j'en avais assez de la voir embrasser son petit ami à pleine bouche sur le canapé, pendant qu'une main remontait si haut sous sa jupe que l'on aurait dit qu'elle cherchait de l'or. Je l'ai tuée parce que je l'ai surprise en train de tricher à un examen. Je l'ai tuée parce qu'elle m'a surprise en train de tricher à un examen. La raison précise n'a pas d'importance au fond. Je l'ai tuée parce qu'elle était une biscornouille de morveuse, et ça me suffisait. Et peut-être aussi parce qu'elle était une mademoiselle je sais tout, murmura Paul. Il renversa la tête en arrière et partit d'un autre rire hennissant, aigu et plein de frayeur. Voilà donc ce qu'était le chemin du souvenir. Oh, quelles étranges variétés de fleurs empoisonnées poussaient dans la version wilkésienne de ce singulier vieux sentier.
Personne n'a donc jamais fait le rapport entre ces deux chutes accidentelles? Tout d'abord son père, puis sa colocataire? Affirmes-tu ça sérieusement? Oui, il se l'affirmait sérieusement. Les deux accidents s'étaient produits à 5 années d'écart, dans deux villes différentes. Ils avaient été rapportés par des journaux différents, dans un état très peuplé, où c'était évident, les gens n'arrêtaient pas de tomber dans les escaliers et se rompre le cou. Elle était très très maligne. Aussi maligne que le malin lui-même, semblait-il. Sauf qu'elle commençait à perdre un peu les pédales, fallait-il ajouter. Maigre consolation pour lui, néanmoins, de se dire que cette femme serait mise finalement hors d'état de nuire pour le meurtre de Paul Sheldon. Il tourna la page et découvrit encore un article découpé dans le journal de Baskerville, le dernier, s'avéra-t-il. Miss Wilkes, diplômée de l'école d'infirmière, lisait-on en titre. Une enfant de la ville qui réussissait. Le 17 mai 1966. Sur la photo souriait une Annie Wilkes, plus jeune et étonnamment jolie, en tenue d'infirmière. Cliché pris bien entendu le jour de la remise des diplômes. Elle l'avait reçu avec mention. Le meurtre de sa compagne de chambre a suffi, songea Paul, pris d'un nouvel accès de rire hennissant et terrorisé. Une rafale de vent secoua la maison, comme pour lui répondre. Le portrait de maman vibra un bref instant contre le mur. La coupure de presse suivante venait du Union Leader de Manchester, New Hampshire, et datait du 2 mars 1969. Il s'agissait d'une simple nécrologie qui semblait sans aucun rapport avec Annie Wilkes. Ernest Gognard était mort au Saint-Joseph Hospital à l'âge de 79 ans. La cause précise n'était pas mentionnée. Après une longue maladie, indiquait-on simplement. Pleuré par sa femme, ses 12 enfants et quelque chose comme 400 petits-enfants et arrière-petits-enfants, rien ne valait la méthode du docteur Rouguineau pour se donner une belle descendance, pensa Paul avec un nouvel hennissement. Elle l'a tué. C'est ce qui est arrivé à ce bon vieil Ernie. Sinon, que ferait sa nécrologie ici? C'est bien le livre des morts d'Annie, non? Mais, pour l'amour du ciel, pourquoi? Pourquoi? Avec Annie, c'était une question à laquelle n'existe pas de réponse normale, comme tu le sais bien. Autre page, autre nécrologie tirée de l'Union Leader, 19 mars 1969. Il s'agissait d'une dame, Esther Queenie Bolifant, 84 ans. D'après la photo, elle avait plutôt l'air d'une momie égyptienne mal conservée. Victime, semblait-il, du même syndrome que le pauvre Ernie, la longue maladie, aurait-on dit, frappait fort dans les parages. Comme le patriarche, elle avait expiré à Saint-Joseph, dépouille mortelle visible de 14h à 18h le 20 mars à la maison funéraire Foster, enterrement au cimetière Marie-Cheer le 21 à 16h. Ils auraient dû donner une version spéciale de Annie Won't You Come Be Here, chantée par le Mormon Tabernacle Choir, pensa Paul. Nouveau rire chevalin. 3 autres nécrologies du même journal figuraient sur les pages suivantes. 2 vieillards étaient morts de cette affection favorite de toujours, longue maladie. La 3e concernait une femme de 46 ans, du nom de Paulette Simo. Paulette était morte en revanche d'une autre affection, fort courante, courte maladie. La photo qui accompagnait l'article avait beau être plus floue et avoir plus de grains que de coutume, Paul dut reconnaître qu'à côté de Paulette Simo, Queenie Bolifant avait l'air de Thumbelina. Il se dit que sa maladie avait fort bien pu être courte, une coronaire qui explose, disons, puis un petit voyage au bon vieux Saint-Joseph, suivi de... Suivi de quoi, au fait? De quoi exactement? Il préférait ne pas trop s'attarder sur les détails, mais dans les 3 nécrologies, le décès avait eu lieu à Saint-Joseph. Et si l'on regardait dans les registres du personnel de l'hôpital, ne trouverait-on pas le nom de Annie Wilkes en mars 69? Dites les copains, est-ce que les renards vont dans les poulaillers pour couver les œufs? Cet album, grand Dieu, cet album était tellement énorme. N'en jetez plus, s'il vous plaît. Je ne veux pas en entendre davantage, j'ai compris le principe. Je vais le reposer à l'endroit exact où je l'ai trouvé, puis je vais retourner dans ma chambre. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, je n'ai pas trop envie d'écrire. Je crois que je vais tout simplement prendre une gélule de plus et me mettre au lit. Disons, comme assurance anti-cauchemar. Mais pour le chemin du souvenir d'Annie Wilkes, bonsoir. N'en jetez plus, je vous en prie, je vous en prie. Mais ses mains paraissaient fonctionner indépendamment de son esprit et ne cessaient de tourner les pages de plus en plus vite. 2 autres courtes nécrologies de l'Union Leader, l'une de fin septembre 69, l'autre du début d'octobre de la même année. 19 mars 70, un journal de Harrisburg en Pennsylvanie, le Herald, une dernière page. Renouvellement dans le personnel de l'hôpital. On voyait sur la photo un homme gagné par la calvitie et à lunettes, le genre d'individu qui donnait à Paul l'impression d'être capable de manger des poux en secret.
L'article précisait qu'outre le nouveau directeur des relations publiques, le Riverview Hospital avait recruté 20 autres personnes. 2 médecins, 8 infirmières diplômées, plus du personnel non médical, y compris un concierge. Annie était l'une des infirmières. Sur la page suivante, songe à Paul, doit se trouver une brève notice nécrologique sur une personne âgée morte dans cet hôpital de Harrisburg, en Pennsylvanie. Et oui, tout juste, un vieux schnock mort de la grande classique, longue maladie, suivi d'un autre pauvre vieux mort de cette autre éternelle grande classique, courte maladie, suivi d'un garçonnet de 3 ans tombé dans un puits, gravement blessé à la tête et que l'on avait amené dans le coma au Riverview Hospital. Dans un état proche de l'engourdissement, Paul continua de tourner les pages, tandis que le vent et la pluie s'attaquaient avec hargne à la maison. La procédure était inaltérable. Elle prenait un nouveau travail, supprimait quelques personnes et s'en allait recommencer un peu plus loin. Soudain, une image lui revint à l'esprit, l'image d'un rêve que son moi conscient avait déjà oublié, mais qui acquérait du coup cet éclat prémonitoire du déjà vu. L'image d'Annie Wilkes dans une longue robe avec tablier, les cheveux pris dans une coiffe, une Annie Wilkes qui avait tout à fait l'air d'une infirmière de l'hôpital Belle-Dame de Londres. Elle tenait un panier à un bras, de sa main libre elle plongeait dedans, en ramenait du sable qu'elle jetait en passant sur des visages tournés vers elle. Ce n'était pas le sable apaisant du sommeil, mais un sable empoisonné, un sable qui tuait. Les visages touchés devenaient tout blancs, et les tuyaux des appareils d'assistance qui maintenaient leur vie précaire s'affaissaient les uns après les autres. Elle a peut-être tué les enfants Greenmeans parce qu'ils étaient de sales morveux, et sa copine de chambre, peut-être même son propre père, mais les autres. Mais il savait. L'Annie qui était en lui savait. Vieux et malade, tous avaient été vieux et malades, sauf Paulette Simo, qui devait être en fait un légume au moment de son admission. Comme le gosse tombé dans le puits, Annie les a tués parce qu'ils étaient comme des rats pris au piège, murmura-t-il. Pauvre bête, pauvre petite bête. Bien sûr, c'était ça. Dans la vision du monde d'Annie, les gens se répartissaient en 3 catégories, les sales morveux, les pauvres petites bêtes, et Annie. Elle avait régulièrement progressé vers l'ouest. Après Harrisburg, ce fut Pittsburgh, puis Duluth, puis Fargo. En 1978, elle s'était retrouvée à Denver, dans le Colorado. À chaque fois, le scénario était le même. Un article de Bienvenue à bord, dans lequel on retrouvait le nom d'Annie parmi d'autres. Elle avait sans doute raté celui de Manchester, se dit Paul, parce qu'elle ignorait encore que les feuilles de chou locales publiaient ce genre de papier. Puis 2 ou 3 morts, sans rien de remarquable, et le cycle reprenait. Du moins, avait-il repris jusqu'à Denver. Là, le début avait été le même, avec un article Nouveaux arrivants, tiré du journal de l'hôpital lui-même, dans lequel le nom d'Annie était mentionné. Toujours en lettres bâton, Annie avait écrit le nom du journal interne, The Gurney, qui voulait dire la civière. Superbe nom pour un journal d'hosto, fit Paul à l'intention de la pièce vide. Étrange que personne n'ait songé à l'appeler le petit mouchard illustré. Il poussa un nouvel hennissement terrifié, sans même s'en rendre compte. Il tourna la page et tomba sur la première nécrologie, tirée du Rocky Mountains News. Laura Rothberg, longue maladie, 21 septembre 1978, Receiving Hospital de Denver. Puis le scénario s'interrompait brusquement. La page suivante était consacrée à l'annonce d'un mariage et non pas d'un enterrement. La photo montrait Annie, non pas dans son uniforme, mais dans une robe blanche moussante en dentelle. À côté d'elle, lui tenant la main, se trouvait un homme du nom de Ralph Dugan. Dugan était physiothérapeute. « Mariage sous le signe de la santé », disait le titre de l'article, avec une ironie involontaire. Rocky Mountains News, du 2 janvier 1979. Dugan n'avait strictement rien de remarquable, en dehors d'un petit détail. Il ressemblait au père d'Annie. Paul songea qu'il avait suffi de lui couper sa moustache, ce qu'elle l'avait probablement obligé à faire dès la fin de leur lune de miel, et cette ressemblance aurait été frappante. Paul considéra l'épaisseur des pages restantes de l'album d'Annie, et songea que Ralph Dugan aurait été bien inspiré de vérifier son horoscope, disons plutôt son horreur-scope, avant de faire sa demande en mariage à Annie. Quelque chose me dit que j'ai pas mal de chance de trouver un peu plus loin un bref article où il sera question de vous. Certains ont des rendez-vous à Samara. J'ai l'impression que vous aviez plutôt rencard avec une pile de linge sale ou un chat crevé en haut d'une volée de marche, un chat crevé avec un nom marrant. Mais il se trompait. La coupure suivante concernait les nouveaux arrivants dans le journal de Nederland. Nederland était une petite ville juste à l'ouest de Boulder, pas tellement loin d'ici, estima Paul.
Pendant quelques instants, il n'arriva pas à trouver le nom d'Annie dans la liste pourtant courte de l'entrefilet, puis il comprit qu'il ne cherchait pas le bon patronyme. Elle était bien là, mais sous la bannière de cette vaste corporation, monsieur et madame Untel. Paul redressa brusquement la tête. N'était-ce pas un bruit de voiture? Non, rien que le vent. Certainement le vent. Il revint à l'album d'Annie. Ralph Dugan avait repris sa tâche, aider l'infirme, le boiteux, l'aveugle, à l'hôpital du comté d'Arapahoe, et Annie la tâche non moins honorable de porter secours à ceux qui souffraient dans leur chair. Et maintenant, les assassinats vont commencer. La seule question intéressante concerne Ralph. Sera-t-il au début, au milieu ou à la fin? Mais il se trompait une fois de plus. Au lieu d'une nécrologie, la page suivante s'ornait de la photographie d'un document immobilier, avec dans le coin en haut à gauche la photo d'une maison. Paul ne l'a reconnue que grâce à la grange. Après tout, il n'avait jamais vu le bâtiment de l'extérieur. En dessous, en lettres bien dessinées, Annie avait écrit « Payé en bon argent le 3 mars 1979, papier signé le 18 mars 1979. » Maison en vue de la retraite? Paul restait dubitatif. Pour y passer les vacances? Oh, il n'aurait pas pu se payer un tel luxe. Bah alors? Eh bien, il s'était peut-être passé une fantaisie, mais essayons autre chose. Qui sait si elle n'aimait pas Ralph Dugan? Si une année n'était pas passée sans qu'elle sentît l'odeur du biscornouille sur lui? Quelque chose avait forcément changé. Il n'y avait pas eu d'article nécrologique depuis. Il revint en arrière pour voir. Depuis Laura Rodberg, en septembre 78, elle s'était arrêtée de tuer à peu près à l'époque où elle avait rencontré Ralph. Mais c'était en 79, et plusieurs mois s'étaient écoulés depuis. La pression commence de nouveau à monter. Les épisodes dépressifs reviennent. Elle voit tous ces vieux, tous ceux dont la maladie est terminale, et elle pense, pauvre petite bête, qu'ils sont bien malheureux. Elle se dit peut-être, c'est l'environnement qui me déprime. Tous ces kilomètres de couloirs carrelés, avec ces odeurs, ces couinements de semelles de crêpes et les gémissements de ceux qui souffrent. Si je pouvais quitter cet endroit, ça irait mieux. C'est probablement ainsi que Ralph et Annie avaient effectué leur retour à la terre. Il tourna la page et sia. Griffonné au bas de la page, on lisait « 43 août 1880, va te faire enculer ». En dépit de l'épaisseur du Bristol, la fureur avec laquelle elle avait tracé cette date incompréhensible avait déchiré le papier. Au-dessus se trouvait la colonne « Divorce prononcé » du journal de Néderlande, mais il dut retourner l'album pour trouver le nom des Dugan. Elle l'avait collé à l'envers. Oui, ils étaient bien là, Ralph Dugan et Annie Wilkes, motif cruauté mentale. Divorcé après une courte maladie, grommela Paul, levant de nouveau la tête. Il avait cru entendre une voiture approcher. Non, le vent, seulement le vent. Il valait cependant mieux retrouver la sécurité de sa chambre, pas seulement à cause de la douleur de ses jambes, il commençait à se sentir sur le point de disjoncter complètement. Il se pencha néanmoins une fois de plus sur l'album. À sa manière aberrante, il était en quelque sorte trop passionnant pour que l'on pût l'abandonner sans plus de façon, comme un roman tellement immonde qu'il faut aller jusqu'au bout. Le mariage d'Annie s'était dissous de manière beaucoup plus légale que ce que Paul avait redouté. Il semblait juste de dire que le divorce avait été prononcé après une courte maladie. 1 an et demi de béatitude matrimoniale, ce n'était pas très long. Ils avaient acheté la maison en mars. Ce n'est pas le genre d'acquisition que l'on fait au moment où une union est sur le point de se rompre. Mais que s'était-il passé? Paul n'avait aucun moyen de le savoir. Il pouvait bien inventer une histoire, mais elle ne serait que cela, une histoire. Puis, revenant sur l'article, il releva un détail intéressant. Angela Ford de John Ford, Kristen Froley de Stanley Froley, Dana McLaren de Lee McLaren, et Ralph Dugan de Annie Dugan. C'était bien la coutume américaine, non? On n'en parle pas beaucoup, mais elle existe bel et bien. Les hommes se déclarent au clair de lune, les femmes les assignent devant les tribunaux. Quelle histoire cachait donc cette structure grammaticale? Angela disant à John « Lâche-moi les baskets, Jonk !» et Christine balançant à Stan « Change de plan, Stan !» Dana jetant à Lee « Rends-moi mes clés !» Et qu'est-ce qu'avait bien pu envoyer Ralph, le seul homme à avoir l'honneur de la première place dans cette liste? Je crois qu'il a dû dire un truc du genre « Laisse-moi foutre le camp d'ici, Annie !» Peut-être avait-il eu le temps d'apercevoir le chat crevé sur la marche, ricana Paul. Page suivante. Encore de nouveaux arrivants, article tiré du caméra de Boulder, dans le Colorado. Photo d'une douzaine de blouses blanches sur la pelouse de l'hôpital de Boulder.
Annie, au second rang, un cercle vide de toute expression en fait de visage, sous la coiffe blanche barrée de noir. Levé de rideau sur un nouveau spectacle. En dessous, la date du 9 mars 1981, elle avait repris son nom de jeune fille. Boulder. C'est à partir de là que Annie était devenue définitivement cinglée. Il se mit à tourner les pages de plus en plus vite, avec une horreur grandissante, tandis que deux pensées ne cessaient de le travailler. Par quel extraordinaire hasard ne l'avait-on pas soupçonné plus tôt? Par quel extraordinaire hasard leur avait-elle filé entre les doigts? 10 mai 1981, longue maladie. 14 mai 81, longue maladie. 23 mai, longue maladie. 9 juin, courte maladie. 15 juin, courte. 16 juin, longue. Courte, longue, courte, longue, courte, longue. Entre ses doigts, les pages bégayaient. L'odeur d'amande de la colle à papier lui parvenait, à peine perceptible. Seigneur, mais combien en a-t-elle tué? Si chaque nécrologie consignée dans l'album correspondait à un meurtre, son tableau de chasse dépassait alors la trentaine de victimes à la fin de 1981, toutes sans le moindre soupçon des autorités. Certes, la plupart des victimes étaient âgées et les autres en fort mauvais état, mais tout de même, on aurait pu penser... C'est en 1982 que Annie avait fait son premier faux pas. La coupure du caméra du 14 janvier s'accompagnait d'une photo où l'on voyait son visage vide, pétrifié, rendu en petits points de Bellino, tandis que le titre annonçait « Nomination d'une nouvelle infirmière chef à la maternité ». C'était le 29 janvier que les décès avaient commencé à la maternité. Avec sa méticulosité habituelle, Annie avait conservé la chronique de toute l'histoire. Paul n'eut aucune difficulté à en suivre le déroulement. Si les gens qui étaient à vos trousses avaient disposé de cet album, Annie, vous vous seriez retrouvée en prison ou dans un asile sous haute surveillance jusqu'à la fin des temps. Les 2 premiers décès de bébés n'avaient provoqué aucun soupçon. L'un des 2 était atteint de malformations sévères. Mais les bébés, un peu ratés ou non, c'était pas la même chose que des vieillards qui meurent d'insuffisance rénale ou les victimes d'accidents de voiture encore vivants avec la moitié de la tête en moins ou un trou de la taille d'un volant dans la cage thoracique. En plus, elle s'était mise à tuer ceux qui étaient en bonne santé en sus de ceux qui n'allaient pas bien. Il supposa que, prise dans une spirale psychotique ascendante, elle s'était mise à tous les voir comme de pauvres petites bêtes, petites choses. À la mi-mars 1982, on comptait déjà 5 morts d'enfants à la maternité. On lança une enquête détaillée. Le 24 mars, le caméra désignait le coupable présumé, un lait maternisé infecté. On citait une source autorisée appartenant à l'hôpital, et Paul se demanda si cette source n'aurait pas été Annie Wilkes elle-même. Un autre bébé était mort en avril, 2 en mai, puis en première page du Denver Post du 1er juin, décès d'enfant, l'infirmière chef interrogée. Aucune inculpation de prononcée pour le moment, déclare le porte-parole du bureau du shérif. La police interroge actuellement Annie Wilkes, l'infirmière chef de la maternité à l'hôpital de Boulder, au sujet des décès de 8 enfants intervenus dans son service au cours d'une période de quelques mois. Tous ont eu lieu après la nomination de Miss Wilkes à ce poste. À la question « Miss Wilkes est-elle en état d'arrestation ?», Tamara Kinsolving, porte-parole des services du shérif, a répondu que non. À la question « Miss Wilkes est-elle venue ici de son plein gré pour donner des informations sur l'affaire ?», Madame Kinsolving a admis que ce n'est pas ce que je dirais. Les choses sont un peu plus sérieuses que cela. Et enfin, à la question de savoir si Miss Wilkes était inculpée, elle a déclaré « Non, pas pour le moment ». Le reste de l'article était un résumé de la carrière d'Annie. Il était évident qu'elle avait très souvent changé de lieu d'exercice, mais pas la moindre allusion au fait que les gens avaient tendance à casser leur pipe lorsqu'elle était dans les parages. Il étudia la photo qui accompagnait l'article, fasciné. Annie entre 2 flics. Mon Dieu, Annie entre 2 flics, l'idole non pas à terre, mais ébranlée. Elle montait une volée de marches de pierre, accompagnée de 2 solides policières, le visage morne, vide d'expression. Elle portait son uniforme d'infirmière et des chaussures blanches. Page suivante. Wilkes relâchée, une mère interrogée. Elle s'en était tirée. D'une manière ou d'une autre, elle s'en était sortie. Le moment était venu pour elle de disparaître dans le brouillard, pour réapparaître ailleurs, dans l'Idaho ou l'Utah, voire en Californie peut-être. Au lieu de cela, elle était retournée travailler. Et au lieu de la colonne habituelle « Nouveaux arrivants » de quelques villes un peu plus loin à l'ouest, s'étalait un gros titre du Rocky Mountains News du 2 juillet 1982. L'horreur continue, 3 nouveaux décès d'enfants à l'hôpital de Boulder. 2 jours plus tard, la police arrêtait un homme de service portoricain pour le relâcher au bout de 9 heures.
Puis le 19 juillet, le Post et le News annonçaient tous deux l'arrestation d'Annie. Il y avait eu une brève audition préliminaire au début du mois d'août, et le procès s'ouvrit le 9 septembre. Elle avait à répondre du meurtre d'un nouveau-né, une fillette âgée d'1 jour, la petite Christopher, mais également de 7 autres chefs d'accusation de meurtre au premier degré sur des enfants. L'article relevait que certains de ces enfants avaient vécu assez longtemps pour recevoir un prénom. Disséminées au milieu des comptes rendus d'audience, il y avait des lettres aux journaux que le Post et le News avaient reproduites. Paul eut l'impression qu'elle avait sélectionné les plus hostiles, celles qui la confirmaient dans sa conception méprisante de l'humanité en tant que homo morbux, car elles étaient toutes d'une grande violence. Annie semblait avoir fait le consensus contre sa personne. La prendre était une mort trop douce pour elle. L'un des correspondants l'avait surnommé le dragon femelle, épithète qui lui resta pendant toute la durée du procès. La plupart des gens paraissaient estimer que le dragon femelle méritait d'être lardé à mort à coups de fourche chauffée à blanc, et une bonne partie se disait prêt à faire office de bourreau. À côté de l'une de ses lettres, Annie avait écrit, d'un trait tremblant inhabituel, qui avait quelque chose de pathétique, « Bâton et pierre me rompront les os, jamais les mots ne m'atteindront. » Manifestement, la plus grosse faute d'Annie avait été de ne pas s'arrêter lorsqu'on avait fini par se rendre compte que quelque chose d'anormal se passait. Ça sentait mauvais pour elle, mais pas assez, malheureusement. L'idole n'avait fait que légèrement vaciller. Le dossier de l'accusation se fondait uniquement sur des circonstances et était par moments tellement mince que l'on aurait pu lire à travers. L'avocat général disposait comme élément d'une marque de main sur le visage de la petite Christopher, correspondant par ses dimensions à celle d'Annie, y compris la trace de la bague avec améthyste qu'elle portait à l'annulaire de la main droite. Ses autres atouts étaient les entrées et les sorties de la maternité d'Annie Wilkes, que l'on avait pu recouper et qui correspondaient en gros au décès des enfants. Mais Annie était après tout l'infirmière-chef de la maternité, si bien qu'elle était constamment appelée à y entrer ou à en sortir. La défense fut en mesure de multiplier les exemples où Annie était entrée et sortie de la maternité sans que rien d'anormal se fût passé. Paul trouva que cet argument revenait à prouver que les météores ne frappaient jamais la Terre en montrant que pas un seul, pendant une durée de 5 jours, n'était tombé dans le champ de Tartampion, mais il comprenait néanmoins le poids de l'argument devant un jury populaire. L'accusation avait fait ce qu'elle avait pu pour resserrer les mailles de son filet, mais l'empreinte de main, avec la marque de la bague, resta le seul indice tangible qu'elle fut capable de produire. Le fait que l'État du Colorado eût décidé d'inculper Annie, étant donné le peu de chances d'obtenir une condamnation sur une base aussi étroite, suggéra une supposition et une certitude à Paul. La supposition, Annie avait sans doute dû faire des déclarations extrêmement suggestives lors de son premier interrogatoire. Peut-être avait-elle même tenu des propos qui la condamnaient. Son avocat s'était débrouillé pour que la transcription de cet interrogatoire ne fût pas jointe aux pièces du procès. La certitude, la décision d'Annie de témoigner en son nom lors de la première audience avait été très maladroite. Son avocat n'avait pu faire exclure ce témoignage-là du procès. Ce ne fut pas faute d'avoir essayé. Et si Annie n'avoua jamais rien au cours des 3 jours qu'elle passa à la barre à Denver, il estimait qu'elle avait fait une confession implicite. Certains extraits des coupures de presse collées dans l'album étaient de vraies perles. Est-ce qu'il me faisait me sentir triste ? Évidemment, si l'on songe au monde dans lequel l'on vit. Il n'y a rien dont je devrais avoir honte, je n'ai jamais honte. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai fait, je ne m'arrête jamais à ce genre de choses. Si j'ai assisté aux funérailles de l'un d'eux, évidemment pas. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sinistre et déprimant que des funérailles. De plus, je ne crois pas que les bébés aient une âme. Non, je ne pleure jamais. Si j'étais désolé, je crois que c'est une question philosophique, non ? Bien sûr, je comprends la question, je comprends toutes vos questions, mais je sais que vous êtes tous contre moi. Si elle avait absolument tenu à témoigner en son nom propre lors du procès, pensa Paul, son avocat aurait probablement dû la tuer pour la faire taire. L'affaire vint en délibéré devant le jury le 13 décembre 1982. Il tomba alors sur une stupéfiante photo dans le Rocky Mountain News, photo où l'on voyait Annie tranquillement assise dans sa cellule et lisant « Misery's West ». « Misérable » demandait la légende en dessous. « Où est le dragon femelle ?» Annie lit paisiblement en attendant le verdict. Puis, le 16 décembre, elle fit les manchettes. « Verdict pour le dragon femelle, innocente ». On citait dans le corps de l'article un membre du jury qui demandait à rester anonyme. « J'avais des doutes graves sur son innocence, en effet. Malheureusement, j'avais également quelques doutes raisonnables sur sa culpabilité. J'espère qu'elle sera inculpée sous d'autres chefs d'accusation.
en espérant que le dossier sera un peu plus consistant cette fois. Tous savent ce qu'elle a fait, mais personne n'a pu le prouver. C'est comme ça qu'elle leur a glissé entre les doigts. L'affaire et ses séquelles occupaient encore 3 ou 4 pages. Le juge d'instruction déclarait tout d'abord que Miss Wilkes serait certainement inculpée à nouveau sous un autre chef d'accusation. 3 semaines plus tard, il prétendait n'avoir jamais tenu de tels propos. En 1983, début février, le juge d'instruction publia un communiqué dans lequel il disait que si le dossier des infanticides était loin d'être refermé, l'affaire Annie Wilkes était en revanche terminée. Elle leur a glissé entre les doigts. Son mari n'est pas venu témoigner ni pour elle ni contre elle. Je me demande bien pourquoi. L'album contenait encore de nombreuses pages, mais à la manière dont la plupart étaient collées étroitement les unes aux autres, il comprenait qu'il en avait maintenant presque terminé avec l'histoire d'Annie Wilkes, grâce à Dieu. La page suivante provenait du Sidwinder Gazette, en date du 19 novembre 1984. Des randonneurs avaient trouvé les restes mutilés d'un cadavre en partie démembré dans le secteur est du parc naturel de Grider. La semaine suivante, le journal donnait son nom. Andrew Pomeroy, âgé de 23 ans, de Coldstream Harbor, État de New York. Pomeroy avait quitté la côte Est pour rejoindre Los Angeles en autostop au mois de septembre de l'année précédente. Ses parents avaient eu de ses nouvelles pour la dernière fois le 15 octobre. Ils les avaient appelés en PCV de Julesburg. On avait découvert le cadavre dans le lit asséché d'un cours d'eau. La police pensait que l'on avait pu tuer Pomeroy à proximité de la Nationale 9 avant de jeter le corps dans la rivière de la réserve naturelle pendant les crues de printemps. Le rapport du médecin légiste précisait que les blessures avaient été faites à coups de hache. Paul se demanda, la question n'avait rien d'académique, si la réserve naturelle de Grider était loin d'ici. Il tourna la page pour lire ce qui était jusqu'ici la dernière coupure du journal de l'album et s'arrêta de respirer. C'était comme si, après avoir pataugé dans une ambiance sinistre à la limite du supportable, de nécrologie en nécrologie au cours des pages précédentes, il se trouvait tout d'un coup face à face avec la sienne, mais pas tout à fait. Assez pour que les autorités se mettent au boulot, fit-il, la voix basse et enrouée. L'article venait de Newsweek, dans la colonne des transitions. Au-dessous du divorce d'une actrice de télé et au-dessus de la mort d'un roi de l'acier du Middle West figurait ce petit texte. Disparu, Paul Sheldon, 42 ans, romancier surtout connu pour la série des Misery Chastain, histoire d'une orpheline évaporée, sexy et increvable. Disparition signalée par son agent, Bryce Bell. « Je crois qu'il va bien », a déclaré Bell, « mais j'aimerais qu'il me contacte pour me rassurer. Et ses ex-femmes aussi, qui s'inquiètent pour leur compte en banque. » Sheldon a été vu pour la dernière fois à Boulder, dans le Colorado, où il s'était réfugié pour terminer un roman. L'article avait 2 semaines. Disparition signalée, c'est tout. Simple disparition. Je ne suis pas mort, ce n'est pas comme si j'étais mort. C'est pourtant la même chose qu'être mort. Et il eut soudain besoin de prendre ses médicaments, car il n'y avait pas que les jambes qui lui faisaient mal. Tout lui faisait mal, tout. Il reposa soigneusement le livre en place et commença à faire rouler le fauteuil vers la chambre d'amis. À l'extérieur, le vent se déchaînait et lançait des paquets de pluie glacée contre la maison. Paul se recroquevilla sous la tempête, gémissant et terrorisé, dans un effort désespéré pour se contrôler et ne pas éclater en sanglots. 1 heure plus tard, bourré de calme et dérivant vers le sommeil, tandis que les hurlements du vent lui paraissaient maintenant plus apaisants qu'effrayants, il pensa « Jamais je ne pourrais m'enfuir, pas moyen. Qu'est-ce que dit déjà Thomas Hardy dans Jude l'Obscur ? Quelqu'un aurait pu venir et calmer les angoisses de l'enfant, mais personne ne le fit, car jamais personne ne le fait. C'est exact, très vrai. Pas la peine d'attendre le bateau, il n'y a plus de bateau. Les redresseurs de tort sont trop occupés à faire de la pub pour des céréales, et Superman tourne un film dans des décors en carton-pâte. Tu es livré à toi-même, mon petit Paul. Faut te débrouiller tout seul, absolument tout seul. Mais c'est peut-être très bien comme ça, parce qu'au fond, qui sait si tu ne connais pas la réponse ? Oui, bien sûr, il la connaissait. S'il voulait sortir de là, il fallait la tuer. Oui, c'est ça la réponse. La seule réponse qui reste, je crois bien. C'est donc toujours le même jeu, comme autrefois. Polly, sauras-tu ? Il répondit sans la moindre hésitation. Oui, je saurai. Ses paupières se fermèrent lentement. Il s'endormit. La tempête continua toute la journée du lendemain. La nuit suivante, les nuages se dissipèrent, bousculés par le vent. En même temps, le thermomètre dégringola de 15 degrés à -5. Le gel pétrifia l'univers à l'extérieur.
Assis près de la fenêtre de la chambre, le regard perdu sur le paysage matinal tout en scintillement, Paul entendait Misery la truie qui couinait et l'une des vaches qui mugissait dans la grange. Il entendait souvent les animaux. Leur présence sonore faisait tout autant partie de son environnement que le carillon de l'horloge du salon. Mais jamais il n'avait entendu le cochon s'égosiller ainsi. Il lui semblait se souvenir des gémissements de la vache, mais il s'agissait d'un bruit horrible, car à cette époque il était submergé par la douleur. C'est lors de la première fugue d'Annie, quand elle l'avait laissé sans son Ovril. Il avait beau avoir été élevé dans la banlieue de Boston et avoir passé le plus clair de son existence à New York, il croyait savoir ce que signifiaient ces douloureux meuglements de vache. L'une d'elles avait besoin d'être traite, l'autre non apparemment. Sans doute le comportement erratique d'Annie en la matière avait-il contribué à la tarir. Et le cochon? Affamé, rien de plus, mais ça suffisait. Les bêtes ne connaîtraient aucun soulagement aujourd'hui. Il doutait que Annie fût capable de revenir, même si elle le voulait. Cette partie du monde s'était transformée en une immense patinoire. Il se sentit légèrement surpris du degré de sympathie qu'il éprouvait pour les animaux, et du degré de colère qu'il ressentait contre Annie, qui, dans l'arrogance de son égoïsme sans borne, les laissait souffrir dans l'étable. Si vos animaux pouvaient parler, Annie, ils vous diraient qui est en réalité le sale oiseau ici. Lui-même se sentit aussi bien que possible au cours de ses journées. Il mangeait des conserves, buvait de l'eau qu'il prenait dans le nouveau pichet, avalait régulièrement ses médicaments et faisait la sieste chaque après-midi. L'histoire de Misery, avec son amnésie et le lien de sang particulièrement malsain, resté et pour cause jusqu'ici insoupçonné, progressait régulièrement, s'orientant vers l'Afrique où devait se passer la deuxième moitié du livre. L'ironie du sort voulait que cette femme l'eût contraint à écrire ce qui serait sans difficulté le meilleur récit de la série des Misery. Yann et Geoffrey étaient partis pour Southampton afin d'armer un schooner appelé Lorelei en vue du voyage. C'était sur le continent noir que Misery, qui ne cessait d'avoir des transes cataleptiques aux moments les moins opportuns, et qui évidemment, si jamais elle était de nouveau piquée par une abeille, même dans des années, mourrait en quelques instants. Elle serait soit tuée, soit guérie. À 200 kilomètres à l'intérieur des terres, par rapport à Lowstone, un minuscule comptoir anglo-hollandais situé dans le dangereux croissant de la côte barbaresque, vivaient les Bourkas, les indigènes les plus dangereux d'Afrique. On les connaissait parfois sous le nom d'hommes abeilles. Rares étaient les blancs revenus du pays des Bourkas après s'y être aventurés. Mais ceux qui avaient réussi l'exploit rapportaient des récits fabuleux sur une tête de femme taillée dans la pierre d'une haute mesa en voie d'effritement, une figure impitoyable à la bouche grande ouverte, avec un énorme rubis encastré dans son front de pierre. Une autre histoire courait, ce n'était qu'une rumeur, mais étrangement persistante, disant que dans le réseau des grottes qui s'étendaient derrière le front de l'idole, on trouvait un essaim d'abeilles géantes albinos, protégeant dans un grouillement incessant leur reine, monstre gélatineux infiniment venimeux, doué d'une infinie magie. Pendant ces quelques journées, il s'était diverti à parfaire ses agréables absurdités. Le soir, il restait tranquillement assis, écoutant les couinements du cochon, à imaginer comment il allait tuer le dragon femelle. Jouer à Soratu dans la vie réelle était tout à fait différent que d'y jouer assis en tailleur au milieu d'un cercle de gamins ou adultes derrière sa machine à écrire, découvrit-il. Tant que ce n'était qu'un jeu, et même s'il gagnait sa vie avec, ce n'était tout de même qu'un jeu, on pouvait imaginer les choses les plus invraisemblables et les rendre crédibles. Voir par exemple la parenté cachée qui unissait Misery Chastain à Charlotte Evelyn Hyde. Il avait fini par en faire des demi-sœurs. Misery devait plus tard découvrir son père, plus ou moins intégré à la tribu des hommes abeilles. Dans la vie réelle, néanmoins, le pouvoir de provoquer ce genre de coïncidence était infiniment plus faible. Pourtant, Paul ne manquait pas d'essayer. Il y avait par exemple tous ces médicaments dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Il devait bien exister un moyen de les utiliser pour l'assommer, non ? Ou pour la mettre au moins dans un tel état qu'il ait le temps de lui faire un sort. Le Novril, par exemple. Avec une dose suffisante de cette saloperie, il n'aurait même pas besoin de faire le boulot. Elle partirait toute seule pour le grand voyage. Excellente idée, Paul. Je vais t'expliquer comment procéder. Tu n'as qu'à vider un bon paquet de ces gélules dans une pinte de crème glacée. Elle pensera qu'il s'agit de noisettes dans la pistache et engloutira le tout sans broncher. Non, ça ne marcherait évidemment pas. Il ne pouvait pas davantage éventer une douzaine de gélules et mélanger la poudre à de la crème glacée qu'il aurait auparavant laissé se ramollir. Le Novril, pris tout seul, était abominablement amer. Il l'avait assez goûté pour le savoir. Un goût qu'elle reconnaîtrait immédiatement au milieu de la douceur attendue. Et malheur à toi, Polly, malheur à Max. Dans une histoire, l'idée aurait tout à fait convenu.
Dans la réalité, néanmoins, elle ne tenait tout simplement pas debout. Il n'était pas sûr qu'il aurait pris ce risque, même si la poudre blanche des gélules n'avait pas eu le moindre goût. Ce n'était pas suffisamment sûr. Pas suffisamment sûr. Et ce n'était pas d'un jeu, mais de sa vie qu'il s'agissait. D'autres idées lui passèrent par la tête pour être rejetées encore plus vite. Parmi celles-ci, suspendre quelque chose, la machine à écrire, lui vint immédiatement à l'esprit, au-dessus de la porte, afin qu'elle soit tuée ou au moins assommée en entrant. Ou bien tendre un fil invisible entre deux marches pour qu'elle trébuche dessus. Mais dans un cas comme dans l'autre, le problème était le même que le coup du Novril dans la crème glacée. Aucun n'était suffisamment sûr. Il se trouva littéralement incapable d'imaginer ce qu'elle lui ferait au cas où elle découvrirait qu'il avait essayé de l'assassiner et échoué dans sa tentative. Comme la nuit tombait, au cours de cette deuxième soirée, les couinements de Misery, toujours aussi monotones, on aurait dit une porte au gond rouillé avec laquelle aurait joué le vent, et Vache à lait numéro 1 s'arrêta brusquement de meugler. Paul se demanda, avec une certaine anxiété, si le pis de la malheureuse bête n'avait pas explosé, avec pour résultat une mort par hémorragie. Pendant un moment, son imagination, si vive, essaya de se représenter la vache gisant dans une mare où sang et lait se mélangeaient, tableau qu'il chassa de son esprit aussi rapidement qu'il le put. Il se gourmanda lui-même, se traitant d'idiot. Les vaches ne mouraient pas ainsi. Mais la voix qui le sermonnait manquait de conviction. En fait, il n'en savait absolument rien. Et de toute façon, ce n'était pas la vache son problème. Toutes ces idées mirobolantes reviennent à une chose. Tu veux la tuer au moyen d'un système commandé à distance, sans avoir son sang sur les mains. Tu es comme un type qui n'aime rien tant qu'un steak bien saignant, mais qui ne pourrait tenir 1 heure dans un abattoir. Mais écoute-moi bien, Polly, et ne t'y trompe pas. Tu dois voir la vérité en face, au moins une fois dans ta vie. Pas d'idées mirobolantes, pas d'enjolivures. C'est bien vu ? Bien vu. Il fit rouler le fauteuil jusque dans la cuisine et ouvrit les tiroirs jusqu'à ce qu'il eût trouvé les couteaux. Il choisit la lame à découper la plus longue qu'il put trouver et revint dans sa chambre, n'oubliant pas d'effacer au passage les marques laissées par les capuchons de moyeux. La trace de ses allers et retours devenait de plus en plus nette, néanmoins. Bon, je m'en fiche. Qu'elle manque une fois de plus à les remarquer, et elle n'aura plus jamais l'occasion de les voir. Il posa le couteau sur la table de nuit, se hissa sur le lit et glissa l'arme sous le matelas. Dès que Annie serait de retour, il lui demanderait un bon verre d'eau bien fraîche, et quand elle se pencherait sur lui pour le lui donner, il plongerait la lame dans sa gorge. Rien de mirobolant. Paul ferma les yeux et se laissa gagner par le sommeil. Si bien que lorsque la Cherokee entra au ralenti dans l'allée, le lendemain à 4 heures du matin, moteur et lumière coupés, il ne broncha pas. Jusqu'à l'instant où la pointe de l'aiguille s'enfonça dans son bras et où il se réveilla pour voir son visage incliné sur lui. Il ne s'aperçut pas de son retour. Il pensa tout d'abord qu'il était en train de rêver à son propre livre, que l'obscurité était ces ténèbres de songe qui régnaient dans les tunnels derrière l'énorme tête de pierre de la déesse Burka, et que la piqûre était celle d'une abeille. « Paul ?» Il grommela quelque chose qui ne signifiait rien, ou qui signifiait simplement « Fichez-moi la paix, voix de mon rêve, un peu de silence. »« Paul !» Mais ce n'était pas une voix de rêve, mais celle d'Annie. Il ouvrit péniblement les yeux. Oui, c'était bien elle, et pendant un instant sa panique ne fit que croître. Puis elle coula soudain de lui, comme un liquide qui vient de franchir un bouchon dans une évacuation. Mais que diable! Il se sentait complètement désorienté. Elle se tenait là, dans la pénombre, comme si elle n'était jamais partie, avec l'une de ses vieilles jupes de laine et son cardigan informe. Il vit la seringue dans sa main et comprit qu'il s'était agi d'une injection et non d'une piqûre quelconque. Qu'est-ce que cette cinglée? Mais peu importait, cela revenait au même. La déesse l'avait tue. Mais qu'est-ce qu'elle avait bien pu? Le vent de panique voulut se remettre à souffler, et de nouveau il réussit à l'étouffer. Il ne ressentait rien d'autre qu'une sorte de surprise académique, mêlée d'une curiosité purement intellectuelle, de savoir d'où elle venait et pourquoi elle arrivait maintenant. Il essaya de lever les mains, mais c'est à peine s'il réussit à les bouger. Il avait l'impression que des poids invisibles y étaient attachés. Elles retombèrent avec un petit bruit mou sur les draps. Peu importe ce qu'elle m'a balancé dans le sang, c'est comme le dernier mot qu'on écrit dans un livre. Fin. Même si ça se fait moins actuellement, pas le temps. Aucune peur n'accompagnait cette idée. Au lieu de cela, il ressentait une sorte d'euphorie calme. Au moins, essaie-t-elle de me faire passer en douceur, de rendre les choses...
Ah, vous voici enfin s'exclama Annie, ajoutant avec de lourdes minauderies. Je vous vois, Paul, ces yeux bleus. Ne vous ai-je pas dit que vous aviez de superbes yeux bleus? Je suppose que d'autres femmes m'ont dû le faire, des femmes plus jolies que moi et moins timides pour exprimer leurs sentiments aussi. Revenu en catimini dans la nuit pour me tuer, piqûre d'abeille ou intramusculaire, pas de différence, et balpo pour le couteau sous le lit. Je ne suis plus maintenant que le énième dans le décompte des cadavres qui jonchent en nombre considérable l'itinéraire d'Annie. Et c'est avec un humour de plus en plus grinçant, au fur et à mesure que le gagnait l'engourdissement euphorique de la piqûre, qu'il ajouta « Tu parles d'une foutue Scheherazade que je fais ». Il pensa que le sommeil n'allait pas tarder à revenir, un sommeil définitif, mais non. Elle glissa alors la seringue dans la poche de sa jupe, puis s'assit sur le bord du lit, mais pas de la même façon que d'habitude. Installé au pied, il ne vit pendant un moment que son dos, solide et aussi impénétrable qu'un mur aveugle, tandis qu'elle se penchait comme pour vérifier quelque chose. Il entendit un bunk boisé, un clunk métallique, puis une espèce de crépitement incertain qui lui était familier. Au bout d'un instant, il le restitua. « Prenez les allumettes, Paul. » Des Diamond Blue Tips. Il ignorait ce qu'elle pouvait bien avoir posé d'autre au pied du lit, mais l'un des objets était une boîte de Diamond Blue Tips. Annie se tourna vers lui et sourit de nouveau. Quoi qu'il fût arrivé, sa dépression apocalyptique avait passé. Elle repoussa une mèche rebelle derrière son oreille avec un geste de petite fille. Il paraissait d'autant plus déplacé que ses cheveux sales avaient une sorte de demi-éclat terne. Demi-éclat terne. Oh mon vieux, faudra te souvenir de celle-là. Elle n'est pas à demi bonne, et ça y est, je suis pété maintenant. Tout ce qui est arrivé avant n'était rien que le prologue de cette saloperie. Et, mon lapin, voici le plat de résistance. Oh merde, je me suis fait baiser, mais cette fois-ci c'est le bout de la fin, clair comme de l'eau de roche. Ça démarre sur une vague d'1 kilomètre de haut dans une putain de Rolls. Par quoi dois-je commencer, Paul? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles, dit-elle. Les bonnes d'abord, réussit-il à dire avec un grand sourire niais. Je parie que les mauvaises, c'est fin du feuilleton, hein? Je parie que le livre ne vous a pas tellement plu. Trop bête, j'ai pourtant essayé. Ça commençait même à marcher. J'étais sur le point de... Vous savez, ça prenait tournure. Elle lui adressa un regard plein de reproches. Mais j'adore ce livre, Paul. Je vous l'ai dit et je ne mens jamais. Je l'aime même tellement que je ne veux pas en lire une ligne de plus tant qu'il ne sera pas fini. Je suis désolé si ça vous oblige à mettre vous-même tous les N manquants, mais c'est comme si je regardais en cachette. Son grand sourire niais s'agrandit encore. Il se dit qu'il allait finir par lui faire le tour de la tête, qu'il allait former un nœud coulant et lui couper le cigare, qui tomberait tout seul par terre. Peut-être même dans le bassin, posé juste à côté du lit. Tout au fond de son esprit, dans quelque obscur recoin que n'avaient pas encore atteint les effets de la drogue, des sonnettes d'alarme retentissaient. Elle adorait le livre, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Quoiqu'elle mijotât, elle n'avait pas l'intention de le tuer, et s'il ne s'était pas complètement trompé sur le compte d'Annie, cela voulait dire que ce qu'elle lui réservait était encore pire. La lumière de la chambre ne lui paraissait plus sinistre, mais au contraire merveilleusement pure, merveilleusement pleine d'un charme fantastique voilé de gris. Il imaginait des grues se profilant, fantomatiques, dans une brume couleur de plomb, immobiles sur une patte, dans le silence, au bord d'un lac de haute montagne. Il imaginait les reflets de mica dans les rochers, dépassant des printanières prairies d'alpage, reflets hirsutes de verre vernissé. Il imaginait des gnomes débordés d'occupation, se dandinant à la file indienne pour aller travailler sous les feuilles du premier lierre encore brillant de rosée dans cette lumière. « Ben, mon vieux, qu'est-ce que t'es stone ?» se dit-il avec un petit rire. Annie lui répondit par un sourire. « La bonne nouvelle, dit-elle, c'est que votre voiture a disparu, Paul. Je savais qu'il faudrait une tempête comme celle-là pour en être débarrassé, et encore, je n'en étais pas sûr. Les crues de printemps ont emporté ce sale oiseau de Pomereux, mais une voiture est tout de même plus lourde qu'un homme, non? Même un homme plein de biscornouilles comme lui. Mais la tempête s'est ajoutée à la fonte des neiges, et le tour a été joué. Plus de voiture, ça c'est la bonne nouvelle. » « Mais que... » réussit-il à dire. Faiblement, les alarmes sonnaient encore. Pomereux, il connaissait ce nom, mais n'arrivait pas à le raccrocher à quelque chose. Puis la mémoire lui revint. Pomereux, feu Andrew Pomereux, 23 ans, de Coldstream Harbor, État de New York, dont le cadavre mutilé avait été découvert dans le parc naturel de Grider, où que fût le dit parc naturel.
Écoutez, Paul, reprit-elle du ton affecté qu'il connaissait si bien, pas besoin de faire le modeste. Je sais que vous savez qui était Andy Pomeroy parce que je sais que vous avez lu mon livre. Je suppose que d'une certaine façon, j'espérais que vous le liriez, sinon pourquoi l'avoir laissé traîner? Mais j'ai pris le moyen d'être sûr de tout. Et ce qui est sûr, c'est que tous les fils ont été cassés. Les fils? Fit-il d'une petite voix. Eh oui, j'ai lu une fois dans un livre comment faire pour vérifier que quelqu'un n'a pas fouillé dans vos tiroirs. On colle un fil très fin en travers de chacun, et si on en trouve un de cassé lorsque l'on revient, eh bien, on comprend, voyez-vous. On sait que quelqu'un l'a ouvert. Vous voyez comme c'est facile. Ah oui, Annie. Il l'écoutait, mais en réalité, il avait surtout envie de s'éclater sur cette merveilleuse qualité de la lumière. Une fois de plus, elle se pencha sur les objets qu'elle avait déposés au pied du lit, et une fois de plus, il entendit le clunk-clank assourdi du bois cognant contre un objet métallique, puis elle se retourna, chassant d'un air absent la même mèche rebelle. « C'est ce que j'ai fait avec mon livre, reprit-elle. Simplement, je ne me suis pas servi de fil, mais de cheveux à moi. Je les ai collés en 3 endroits différents entre les couvertures, et lorsque je suis rentré ce matin, très tôt, sans faire de bruit, comme une petite souris pour ne pas vous réveiller, les 3 fils étaient cassés. C'est comme ça que je sais que vous avez lu mon livre. » Elle se tut et sourit. C'était de la part d'Annie un sourire qui se voulait séduisant, mais il avait aussi quelque chose de désagréable qu'il ne pouvait définir. « Ne croyez pas que j'ai été surprise, reprit-elle. Je savais que vous aviez déjà quitté la chambre. C'est ça, la mauvaise nouvelle. Cela fait un bon moment que je suis au courant, Paul. » Il aurait dû se sentir en colère et épouvanté, songea-t-il. Elle savait. Elle avait su presque d'emblée, semblait-il, mais il n'éprouvait rien d'autre que cette euphorie dans laquelle il baignait, rêveur, et ce qu'elle racontait était loin de lui paraître aussi important que la glorieuse montée de la lumière alors que pointait l'aube. « Mais, reprit-elle du ton de quelqu'un qui revient aux affaires sérieuses, nous parlions de votre voiture. J'ai des pneus cloutés, Paul, et là-haut, dans ma cabane, j'ai un jeu de chaîne à neige. Hier, en début d'après-midi, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. J'ai passé presque tout mon temps là-haut, à genoux, à prier ardemment. Et la réponse est venue, comme cela arrive souvent, et elle était très simple, ce qui arrive aussi souvent. Ce que l'on offre au Seigneur en prière, Paul, il vous le rend au centuple. J'ai donc mis les chaînes, et je suis revenu ici, en faisant très attention. Ce n'était pas facile, et je savais que j'aurais pu avoir un accident, en dépit des pneus à clous et des chaînes. Je savais aussi que dans cette région perdue, avec ses routes en lacets, il n'y avait jamais d'accident sans gravité. Mais je me sentais bien dans ma tête, car je me sentais en sécurité, exerçant la volonté du Seigneur. « C'est très édifiant, Annie, coassa Paul. Elle lui jeta un regard où pendant un instant se mêlèrent de la surprise et une pointe de suspicion, puis elle se détendit et sourit. « J'ai un cadeau pour vous, Paul, fit-elle doucement. Et avant qu'il eût pu lui demander de quoi il s'agissait, il n'était pas sûr du tout de désirer un cadeau de la part d'Annie. Elle poursuivit. Il y avait un verglas terrible sur la route. J'ai failli me mettre 2 fois dans le fossé, et la seconde fois, la vieille Bessie s'est mise à tourner sur elle-même, tout en continuant de descendre le long de la route. Elle rit joyeusement. Puis je me suis retrouvé prise dans une congère, à peu près vers minuit. Mais un véhicule de déblaiement des travaux publics d'Hostis est passé avec une sableuse et m'a aidé à me dégager. La peste soit d'Hostis et de ses travaux publics, dit Paul. Mais ce qui sortit de sa bouche était un bredouillis incompréhensible. La peste d'Hostis avec ses travaux publics. Les 3 kilomètres depuis la Grande Route, reprit-elle, c'était le dernier morceau difficile. La Grande Route, c'est la Nationale 9, comme vous savez, celle sur laquelle vous avez eu votre accident. Elle avait été sablée jusqu'au diable Vauvert. Je me suis arrêté à l'endroit où vous aviez quitté la route et j'ai cherché votre voiture. Je savais ce que j'aurais à faire si je l'avais trouvée, car il y aurait des questions et j'aurais été la première à qui on les aurait posées pour des raisons que vous devez connaître, je pense. Oui, j'ai quelques longueurs d'avance sur vous, Annie, pensa Paul. Cela fait déjà 3 semaines que j'ai examiné ce scénario. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai amené ici, reprit-elle, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait là plus qu'une simple coïncidence. J'ai l'impression d'y voir la main de la Providence. Mais qu'est-ce qui vous donne cette impression, Annie réussit-il à demander. Vous avez eu votre accident presque exactement à l'endroit où je me suis débarrassé de ce minable de Pomeroy, celui qui se prenait pour un artiste. Elle eut un geste de mépris de la main, bougea les pieds, et il y eut de nouveau ce bruit sourd de bois que l'on heurte. Je l'ai ramassé en revenant d'Est Park. J'y avais été pour une exposition de céramique. J'aime bien les petites statues en céramique.
J'ai remarqué, dit Paul. Sa voix lui faisait l'effet d'avoir couvert des années-lumière. Captain Kirk, une voix nous parvient par le subéther, pensa-t-il en étouffant une envie de rire. Le recoin sombre tout au fond de lui, celui que la drogue n'avait pas atteint, essaya de l'avertir de la fermer, simplement la fermer. Mais à quoi bon? Elle était au courant. Bien sûr, elle était au courant. La déesse abeille des Bourcas, c'est au courant de tout. Le pingouin sur son bloc de glace me plaît particulièrement, dit-il. Oh, merci, Paul. Il est mignon, non? Pomerov faisait de l'autostop. Il a prétendu être un artiste, mais je n'ai pas tardé à me rendre compte qu'il n'était qu'un sale oiseau de hippie drogué, et qu'il venait de faire la plonge pendant 2 mois dans un restaurant d'Est Park. Quand je lui ai dit que j'avais une maison à Sidwinder, il a parlé d'une véritable coïncidence. Justement, il allait à Sidwinder. Un magazine de New York l'aurait envoyé pour dessiner les ruines du vieil hôtel, soi-disant que ses dessins devaient accompagner un article qu'il écrivait sur cet hôtel. Un vieil hôtel célèbre qui a brûlé il y a une dizaine d'années. Il s'appelait l'Overlook. C'est le gérant qui y a mis le feu. Il était cinglé. C'est ce que tout le monde dit en ville, mais peu importe, il est mort. J'ai donc laissé Pomereux s'installer ici avec moi, et il a été mon amant. Elle le regarda de ses yeux noirs, dans lesquels brûlait une flamme, au milieu de ce visage à la fois compact et pâteux, et Paul pensa « Si Andrew a été capable de te sauter, ma vieille, c'est qu'il était aussi cinglé que le gérant qui a foutu le feu à son hôtel. » C'est alors que j'ai découvert qu'il n'était nullement chargé de faire des dessins de l'hôtel, reprit Annie. Il dessinait pour lui, en espérant pouvoir les vendre. Il n'était même pas sûr que le magazine voudrait de son article sur l'Overlook. Ça, je n'ai pas tardé à le découvrir. Après, j'ai jeté un coup d'œil en cachette à ses esquisses. Je me sentais tout à fait le droit de le faire, après tout. Je le nourrissais et il couchait dans mon lit. Il n'y avait que 8 ou 9 dessins dans tout le carnet, et ils étaient affreux. Son visage se plissa, et pendant un instant, il crut qu'elle allait se mettre à imiter le cri du cochon. J'aurais pu faire mieux que lui. Il est arrivé pendant que je les regardais, et il est devenu furieux. Il m'a dit que je l'espionnais. Je lui ai répondu que j'avais bien le droit de regarder ce qui se trouvait chez moi, que ce n'était pas de l'espionnage. Je lui ai dit aussi que s'il était un artiste, alors moi j'étais Marie Curie. Il s'est mis à rire, il se moquait de moi. Alors je... Vous l'avez tué, compléta Paul, avec quelque chose d'obscur et d'ancien dans la voix. Elle adressa un sourire gêné au mur. Eh bien, je suppose que c'est ce qui est arrivé. Je ne me souviens pas très bien. Simplement, à un moment donné, il était mort, ça je me le rappelle. Je me rappelle aussi lui avoir donné un bain. Il la regardait, les yeux écarquillés, remplis d'une ignoble nausée d'horreur. L'image du corps nu de Pomereux lui vint à l'esprit, cadavre flottant dans la baignoire de la salle de bain du bas, comme un morceau de chair crue, la tête appuyée de travers contre la porcelaine, les yeux grands ouverts, tournés vers le plafond. Il le fallait, reprit-elle, les lèvres lui découvrant un peu les dents. Vous ne vous doutez pas de ce que la police peut faire avec un simple bout de fil ou un peu de boue sous les ongles, ou même avec la poussière dans les cheveux d'un cadavre. Vous ne le savez pas, mais moi j'ai travaillé toute ma vie dans des hôpitaux, et je le sais. Je sais tout sur la médecine légale. Elle était en train de se lancer toute seule dans l'une de ces crises frénétiques à la Annie Wilkes, et il n'ignorait pas qu'il aurait dû essayer de dire quelque chose, au moins pour la calmer temporairement, mais il n'arrivait pas à remuer ses lèvres paralysées. « Ils sont tous après moi, tous. Croyez-vous qu'on m'aurait écouté si j'avais essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé? Le croyez-vous? Oh non. Ils auraient sans doute inventé quelque chose d'absurde du genre « vous avez essayé de le draguer, il s'est moqué de vous et vous l'avez tué ». Je suis sûr qu'ils auraient dit un truc comme ça. Et tu sais quoi, Annie? Tu sais quoi? Quelque chose me dit que c'est peut-être bien la vérité, pensa Paul. Tous ces sales oiseaux sont capables de raconter n'importe quoi pour me faire des ennuis ou traîner mon nom dans la boue, reprit Annie. Elle se tut, non pas haletante, mais respirant avec force, et le regardant durement, comme si elle le mettait au défi de dire le contraire. Essaye donc un peu. Puis elle parut reprendre plus ou moins le contrôle d'elle-même, et elle poursuivit d'une voix plus calme. J'ai lavé, ce qui restait de lui et ses vêtements. Je savais ce qu'il fallait faire. Il neigeait dehors. C'était la première véritable neige de la saison, et il paraît qu'il y en avait 30 centimètres le lendemain matin. J'ai mis ses vêtements dans un sac de plastique et enveloppé le corps dans des morceaux de drap, puis j'ai tout emporté jusqu'à ce ravin à sec de la Nationale 9, une fois la nuit tombée. Je l'ai descendu sur un peu plus d'1 kilomètre par rapport à l'endroit où est tombée votre voiture, jusqu'à ce que j'arrive dans les bois. J'ai tout laissé là. Vous vous dites que j'ai dû essayer de le cacher, mais non. Je savais que la neige allait le recouvrir,
et je m'étais dit que la crue de printemps l'emporterait si je le mettais dans le lit à sec. Et c'est exactement ce qui est arrivé, sauf que je n'aurais jamais cru qu'il irait si loin. Vous vous rendez compte? Ils ont trouvé son corps une année après sa mort, et presque à 45 kilomètres d'ici. En fait, il aurait mieux valu qu'il aille moins loin, car il y a toujours des randonneurs ou des gens qui observent les oiseaux dans la réserve de Grider. On trouve beaucoup moins de monde dans les bois autour d'ici. Elle sourit. Et c'est là où se trouve votre voiture en ce moment, Paul. Quelque part entre la Nationale 9 et la réserve naturelle de Grider, au fond des bois. En tout cas, assez loin pour ne pas être vu de la route. J'ai un projecteur sur le côté de la vieille Bessie, un projecteur puissant, mais le ravin était vide jusqu'à la lisière de la forêt. Je crois que j'irai à pied pour vérifier quand le niveau aura un peu baissé, mais je suis à peu près sûr que ça ne risque rien. Un chasseur finira bien par la trouver dans 2, 5 ou 7 ans, tout rouillé, avec des nids de tamia dans les sièges. Et à ce moment-là, vous aurez fini mon livre et vous serez de retour à New York ou Los Angeles, ou n'importe où vous aurez envie d'aller, et moi je vivrai tranquillement ici. Peut-être que nous nous écrirons de temps en temps. Elle eut un sourire embrumé, le sourire d'une femme qui découvre un ravissant château dans le ciel. Puis ce sourire disparut et elle redescendit vers la réalité. Donc je suis revenu ici, et en chemin j'ai beaucoup réfléchi. Il le fallait bien, car la voiture ayant disparu, cela voulait dire que vous pouviez maintenant rester, que vous pouviez réellement finir mon livre. Avant, j'étais loin d'en être sûr, même si je ne vous en ai jamais parlé pour ne pas vous bouleverser. Je ne le voulais pas en partie parce que je savais que vous ne pourriez pas écrire aussi bien, mais c'est une explication bien froide par rapport à ce que je ressens réellement, cher ami. Voyez-vous, j'ai commencé par aimer seulement cette partie de vous-même capable d'écrire ces merveilleuses histoires, car c'était tout ce que j'avais de vous. Je ne savais rien du reste, et je pensais que ce reste n'était peut-être pas très agréable. J'ai lu des choses sur ceux que l'on appelle les auteurs célèbres, et je sais qu'ils sont souvent parfaitement désagréables. Tenez, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway et cette espèce de bouseux du Mississippi, Faulkner, un truc comme ça. Eh bien, ces types ont beau avoir gagné le prix Pulitzer ou le prix machin, c'était rien que des voyous, des biscornouilles d'ivrogne. Il y en a d'autres aussi, quand ils n'étaient pas à écrire leurs merveilleuses histoires, ils buvaient, couraient les filles ou se droguaient, ou Dieu seul sait quoi encore. Mais vous n'êtes pas comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai fini par connaître le reste de Paul Sheldon, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de le dire, mais j'ai aussi fini par aimer ce reste. Merci, Annie, répondit-il du sommet de la vague dorée et scintillante où il était juché, tout en pensant « Mais tu m'as peut-être mal déchiffré, ma grande. Je veux dire que les occasions d'être induit en tentation sont sévèrement rationnées pour moi par les temps qui courent. Dur de faire la tournée des bars avec les 2 jambes cassées, Annie, et pour ce qui est de m'envoyer de la cam, après tout, c'est la déesse abeille des Bourcasses qui s'en charge en personne. » « Mais est-ce que vous alliez vouloir rester ?» reprit-elle. Telle était la question que je devais me poser, et j'avais beau vouloir me voiler la face, je savais bien quelle était la réponse à cette question. Je le savais même avant de voir les marques sur le chambranle. Elle fit un geste en direction de la porte, et Paul se dit « Je parie qu'elle le savait depuis le tout début. Se voiler la face? Non. Pas vous, Annie, pas toi. Je le faisais assez bien pour 2, non? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où je suis parti après cette stupide dispute à propos du papier? Demanda-t-elle. Oui, Annie, dit Paul. Eh bien, c'est à la suite de ça que vous êtes sorti pour la première fois. C'est exact? En effet, répondit-il. Il était inutile de le nier. Évidemment, vous aviez besoin de votre Novril, reprit-elle. J'aurais dû savoir que vous feriez n'importe quoi pour l'avoir, mais quand je deviens furieuse, je suis... Enfin, vous savez... Elle eut un petit rire nerveux. Paul ne l'imita pas, ne sourit même pas. Le souvenir de cet épisode, des souffrances de son corps supplicié et de la voix du commentateur sportif fantôme était encore trop cuisant. « Oh oui, je sais comment vous devenez. Folle alliée. »« Tout d'abord, je n'étais pas tout à fait sûre, reprit-elle. Oh, j'ai bien vu que certaines des céramiques avaient changé de place sur la petite table, mais je me suis dit que c'était peut-être moi. Par moments, je ne sais plus très bien ce que je fais. L'idée que vous étiez sorti de la chambre m'a traversé l'esprit, puis je me suis dit que non, c'est impossible, il est trop gravement blessé, et en plus j'ai fermé la porte à clé. J'ai même vérifié que la clé n'avait pas bougé de ma poche, puis je me suis souvenu que je vous avais retrouvé assis dans le fauteuil, alors je me suis dit que peut-être... C'est une chose que l'on a apprise si l'on est resté 10 ans infirmière, c'est à vérifier, c'est peut-être. J'ai donc examiné les affaires que je laisse dans la salle de bain du bas. Ce sont toujours des échantillons que je ramenais à la maison pendant que j'exerçais.
Vous devriez voir tout ce qui peut traîner dans les hôpitaux, Paul. Si bien que de temps en temps, je me faisais un petit extra avec, mais je n'étais pas la seule. Mais j'ai toujours eu la prudence de ne jamais toucher aux produits à base de morphine. Ceux-là sont sous clé. On les compte et ils sont fichés. Si on s'aperçoit qu'une infirmière chaparde, qu'elle récupère, comme on dit, on la surveille jusqu'à ce qu'on en ait la preuve. Et alors, hop. Annie donna du tranchant de la main sur le lit. À la porte. Et la plupart du temps, elles ne remettent jamais la coiffe blanche. Mais moi, j'étais plus maligne que ça. Quand j'ai regardé dans les cartons, j'ai eu la même impression qu'avec les céramiques sur la petite table. L'impression que l'on avait fourragé parmi les boîtes, et j'étais presque sûr qu'un des cartons qui se trouvait dessous était passé dessus. Mais j'aurais pu tout chambouler moi-même pendant que j'étais préoccupé. Puis 2 jours plus tard, alors que je n'y pensais plus, je suis venu vous donner vos 2 gélules de l'après-midi. Vous dormiez encore. J'ai essayé de tourner le bouton de la porte, mais il a résisté pendant quelques secondes, comme s'il était bloqué. Puis il a tourné, et j'ai entendu quelque chose faire un bruit métallique à l'intérieur. Vous avez alors bougé, et je vous ai donné vos gélules, comme d'habitude. Comme si je ne me doutais de rien. C'est quelque chose que je sais très bien faire, Paul. Ensuite, je vous ai aidé à vous installer dans le fauteuil, afin que vous puissiez écrire. Et c'est en vous aidant que j'ai eu ma révélation, comme saint Paul sur le chemin de Damas. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu à quel point vos couleurs vous étaient revenues. J'ai vu que vous pouviez bouger les jambes. Elles vous faisaient mal, et vous ne pouviez pas les bouger beaucoup, mais tout de même un peu, et vos bras étaient aussi devenus plus forts. J'ai vu que vous vous portiez presque bien. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pourrais avoir un problème avec vous, même si personne de l'extérieur n'avait de soupçon. Je vous ai observé, et je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule à bien savoir garder un secret. Cette nuit-là, je vous ai donné un médicament légèrement plus actif, et lorsque j'ai été bien sûr que même l'explosion d'une grenade à côté du lit ne vous réveillait pas, j'ai pris ma petite boîte à outils dans l'atelier, et je suis venu démonter cette serrure. Et voyez un peu ce que j'ai trouvé. Elle prit dans la poche de poitrine de la chemise masculine qu'elle portait un petit objet noir qu'elle déposa dans la main engourdie de Paul. Il la rapprocha de son visage et contempla la chose d'un œil rond de chouette. C'était un fragment tordu d'épingle à cheveux. Paul commença à pouffer, sans pouvoir se retenir. « Qu'est-ce qu'il y a si drôle, Paul » demanda-t-elle. « Eh bien, le jour où vous êtes allé payer vos impôts en retard, dit-il, j'avais besoin d'ouvrir la porte, encore une fois, et ce fauteuil roulant, il est juste un peu trop large. Il faisait des marques noires. Je voulais les faire disparaître autant que possible. »« Pour que je ne les voie pas » dit-elle. « Bah, évidemment, répondit-il. Mais vous les aviez déjà remarqués, non ?»« Alors que j'avais retrouvé le morceau d'épingle dans la serrure ?» Elle sourit pour elle-même. « Un peu, mon neveu. » Paul acquiesça et rit encore plus fort, au point que bientôt les larmes lui coulèrent des yeux. Tout ce travail, toutes ces inquiétudes, tout cela pour rien, ça lui paraissait délicieusement drôle. « Je craignais que le morceau d'épingle ne me trahisse, avoua-t-il, mais rien n'arrivait, je ne l'ai jamais entendu grincer. Et il y avait une bonne raison à cela, non ? Il ne grinçait pas parce que vous l'aviez enlevé. Quelle mystificatrice vous faites, Annie ?»« Oui, répondit-elle, avec un sourire fin, quelle mystificatrice je fais ?» Elle remua les pieds, et le bruit étouffé du bois que l'on heurte retentit à nouveau au pied du lit. « Combien de fois êtes-vous sorti en tout ?» demanda-t-elle. « Le couteau. Oh Seigneur, le couteau. »« 2 fois, répondit-il. Non, attendez. Je suis ressorti hier après-midi pour remplir le pichet d'eau, vers 5 heures. » C'était vrai, il avait rempli le pichet d'eau, mais il avait omis de dire la principale raison de cette 3e expédition. Cette principale raison se trouvait sous le matelas. La princesse et le petit pois. Polly et le couteau à égorger le cochon. 3 fois en comptant celle-ci, reprit-il. Dites-moi la vérité, Paul. Non, rien que 3 fois, je le jure, et jamais pour m'en aller. Nom de Dieu, j'écris un livre ici, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Oh, n'invoquez pas en vain le nom du Seigneur, Paul. Eh bien, arrêtez d'invoquer le mien de cette manière, et j'en ferai autant, peut-être. La première fois, la douleur était tellement atroce que j'avais l'impression que quelqu'un m'avait envoyé en enfer, et que j'y baignais jusqu'à la taille. Et quelqu'un m'y avait envoyé, vous, Annie. Oh, taisez-vous, Paul. La 2e fois, je voulais simplement trouver quelque chose à manger et faire des provisions au cas où vous resteriez parti longtemps, continua-t-il en ignorant son interruption. Et enfin, j'ai eu soif. C'est toute l'histoire, pas une conspiration. Et bien entendu, vous n'avez ni décroché le téléphone, ni examiné les serrures, puisque vous êtes un si gentil garçon, dit-elle. Oh, j'ai essayé le téléphone, évidemment. Évidemment, j'ai examiné les serrures,
Mais de toute façon, je n'aurais pas été bien loin dans ce bourbier, même si les portes avaient été grandes ouvertes. La drogue le submergeait de vagues de plus en plus puissantes, et il commençait à ne plus avoir qu'une envie, qu'elle se tût et s'en allât. Elle l'avait déjà drogué suffisamment pour le contraindre à dire la vérité. Il avait peur de devoir en subir rapidement les conséquences, mais auparavant il voulait dormir. « Combien de fois êtes-vous sorti » lui redemanda-t-elle. « Mais je vous ai dit !»« Combien de fois ?» Sa voix s'élevait. « Dites-moi la vérité. »« C'est ce que j'ai fait, 3 fois. »« Combien de fois, bon Dieu !» En dépit de la dose éléphantesque de drogue qu'elle lui avait injectée, Paul commença à se sentir effrayé. « Au moins, si elle veut me faire quelque chose, ça ne pourra pas me faire trop mal, et elle veut que je finisse le livre, elle l'a dit. »« Vous me prenez pour une imbécile, hein ?» Il remarqua à quel point elle avait la peau brillante. On aurait dit un polymère de plastique étroitement tendu sur de la pierre. La peau de son visage semblait dépourvue de pores. « Mais je vous jure, Annie !»« Oh, les menteurs peuvent bien jurer. Les menteurs adorent jurer. »« Eh bien, très bien, continuez à me prendre pour une imbécile, si vous voulez. C'est parfait. Très chouette pour vous. Traitez une femme comme une imbécile, même si elle n'en est pas une, et cette femme vous mènera par le bout du nez. Laissez-moi vous dire une chose, Paul. J'ai tendu des fils et des cheveux partout dans la maison, et j'en ai trouvé beaucoup de cassés. Cassés ou complètement disparus. Simplement disparus, pouf. Pas seulement ceux de mon album ou ceux du couloir, mais aussi ceux des tiroirs de ma commode à l'étage, dans l'atelier, partout. Mais Annie, comment aurais-je pu aller dans l'atelier avec toutes ces serrures sur la porte de la cuisine ? Aurait-il voulu lui demander. Mais elle ne lui en laissa pas le temps et continua de le harceler. Et voilà comment vous vous enfoncez, en persistant à dire que vous n'êtes sorti que 3 fois, monsieur je sais tout. Je vais vous dire, moi, quel est l'imbécile des deux. Il écarquillait les yeux, dans le cirage, mais terrifié en même temps. Il se demandait comment lui répondre. C'était tellement parano, tellement dément. Mon Dieu, pensa-t-il soudain, en oubliant l'atelier. À l'étage ? Est-ce qu'elle a bien dit à l'étage ? Mais au nom du ciel, Annie, comment aurais-je pu monter les escaliers ? Ah oui, parlons-en, s'écria-t-elle, la voix étranglée. Bien sûr, j'oubliais. J'arrive ici il y a quelques jours, et vous aviez réussi à vous installer tout seul dans le fauteuil. Si vous avez pu faire ça, vous avez tout aussi bien pu monter l'escalier en rampant. Ah oui, en rampant avec mes jambes cassées et mon genou en miettes, répondit-il. Encore une fois, ce regard de crevasse qui s'entr'ouvre, les ténèbres démentent au milieu de la prairie. Annie Wilkes cédait la place à la déesse abeille des Bourcasses. Vous refusez d'être correct avec moi, Paul, murmura-t-elle dans un souffle. L'un de nous deux doit essayer de l'être avec l'autre, et sur ce plan, vous ne faites pas du bon boulot, Annie. Si vous vous donniez seulement la peine de... Combien de fois lui cria-t-elle. 3, dit-il. La première pour les médicaments demanda-t-elle. Oui, pour les gélules de Novril, fit Paul. Et la deuxième pour trouver à manger. Exact. Et la troisième pour remplir le pichet. Oui, mais j'ai la tête qui tourne tellement, Annie. Et vous l'avez rempli dans la salle de bain ? Oui, Une fois pour les médicaments, une fois pour la nourriture et une fois pour l'eau. Mais oui, je vous l'ai dit, voulut-il crier, mais il ne sortit de sa bouche qu'un croassement sans force. Elle enfonça de nouveau la main dans la poche de sa jupe et en retira le couteau de boucher. Sa lame effilée brillait dans la lumière de plus en plus éclatante du matin. Soudain, elle se tourna sur la gauche et lança le couteau. D'un geste qui avait la grâce à demi nonchalante et mortelle de celui d'un professionnel de music-hall, la lame s'enfonça en vibrant dans le plâtre, en dessous de la photo de l'Arc de Triomphe. « J'ai fouillé sous votre matelas un peu avant de vous faire l'injection préopératoire, dit-elle. Je m'attendais à trouver des gélules. Le couteau a été une surprise complète. J'ai même failli me couper. Mais bien entendu, il est venu là tout seul. » Il ne répondit pas. Ça tourbillonnait et plongeait dans sa tête comme un manège de foire emballé et hors de contrôle. Injection préopératoire ? C'était bien ce qu'elle avait dit, non ? Préopératoire. Il fut soudain pris de la certitude absolue qu'elle allait se lever, retirer le couteau du mur et le castrer avec. « Mais bien sûr, ce n'est pas vous qui l'avez mis là, reprit-elle. Vous êtes sorti une fois pour vos médicaments, une fois pour manger et une fois pour boire. Le couteau, lui, ma parole, il a dû flotter jusqu'ici et se glisser tout seul sous le matelas. Oh oui, c'est la seule explication possible. » Annie éclata d'un rire aigu et moqueur. « Préopératoire, pensa-t-il, mais mon Dieu, est-ce bien ce qu'elle a dit ? Dieu vous damne, hurla-t-elle. Que Dieu vous damne. Combien de fois ? Oh, d'accord, très bien, finit-il par répondre. J'ai pris le couteau lorsque j'ai été chercher de l'eau, je l'avoue. Si vous pensez que ça a un rapport avec le nombre de mes sorties, allez-y. Remplissez les intervalles laissés en blanc.
Si vous tenez à ce que ce soit 5 fois, va pour 5, 20 fois, va pour 20, 50, 100, si vous voulez, je serai d'accord. Je suis sorti exactement autant de fois que vous pensez que je suis sorti. » Pendant quelques instants, entre la colère et l'état d'abrutissement dans lequel le plongeait la drogue, il avait perdu de vue le concept brumeux et terrifiant lié à cette expression. Injection préopératoire. Il aurait voulu lui dire tant de choses, s'expliquer, même en sachant qu'une paranoïaque dans un état aussi avancé qu'elle l'était refuserait l'évidence. Il avait fait très humide. Les rubans adhésifs détestent l'humidité. La plupart de ces petits pièges à la Ludlum s'étaient tout simplement décollés tout seuls et avaient dû prendre le large sur quelques radeaux de fortune. Et les rats, avec la cave inondée et la maîtresse des lieux absente, il les avait entendus dans les murs. Bien sûr, ils étaient les maîtres de la maison, et ils devaient avoir été attirés par toute cette mangeaille qu'elle avait laissé traîner partout. Les rats étaient probablement les diablotins qui avaient cassé la plupart des pièges d'Annie, mais elle se contentait de repousser ses idées. Dans son esprit, elle devait le croire prêt à courir le marathon de New York, ou presque. « Annie, réussit-il à dire, qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque vous avez parlé d'une injection préopératoire ?» Mais l'attention d'Annie restait toujours accrochée à la même chose. « Moi je dis que c'était 7 fois, fit-elle doucement. Au moins 7 fois. Était-ce 7 fois ? Oh, si vous voulez que ce soit 7 fois, d'accord pour 7. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Oh, je vois bien que vous vous entêtez, reprit-elle. Je me dis que les gens comme vous, qui sont obligés de mentir pour gagner leur vie, doivent y être tellement habitués qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de continuer dans la réalité. Mais c'est très bien, Paul, parce que cela ne change rien au principe. Que vous soyez sorti 7 fois, 70 fois ou 7 fois 70 fois, le principe ne change pas, la riposte non plus. Il dérivait et prenait de plus en plus le large. Il ferma les yeux et il l'entendit qui parlait de très loin. On aurait dit quelques voix surnaturelles sortant d'un nuage. Déesse, songea-t-il. Avez-vous entendu parler de ce qui se passait dans les mines de diamants de Kimberley au début, Paul ? C'est moi qui ai écrit le livre là-dessus, dit-il sans raison, avant d'éclater de rire. Préopératoire. Injection préopératoire. Parfois, les travailleurs indigènes volaient des diamants, reprit-elle. Ils les enroulaient dans des feuilles et se les plaçaient dans le rectum. S'ils réussissaient à sortir du grand trou sans être découverts, ils s'enfuyaient à toutes jambes. Et savez-vous ce que leur faisaient les Britanniques s'ils les attrapaient avant qu'ils aient pu franchir la rivière Orange et passer en pays Boer ? Je suppose qu'ils les tuaient, répondit-il, les yeux toujours fermés. Oh non, on ne met pas une voiture en bon état à la casse pour un amortisseur à changer. S'ils les rattrapaient, ils faisaient en sorte qu'ils puissent encore travailler, mais aussi qu'ils ne puissent plus jamais tenter de s'enfuir. Une opération qu'ils appelaient Obling, Paul, l'estropiage. C'est celle que je vais vous faire, pour assurer ma propre sécurité, ainsi que la vôtre. Croyez-moi, vous avez besoin d'être protégé de vous-même. Vous verrez, c'est à peine si vous le sentirez. Quelques instants de douleur, c'est tout. Essayez de vous accrocher à cette idée. Une bouffée de terreur, comme une rafale de vent chargée de lames de rasoir, dissipa un peu le brouillard de la drogue, et les yeux de Paul s'ouvrirent tout grands. Elle s'était levée et tirait drap et couverture, exposant ses jambes tordues et ses pieds nus. « Non, dit-il, non, Annie, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais on peut en discuter, je vous en prie. » Elle se pencha. Quand elle se releva, elle tenait la hache qu'il avait vue dans l'appentis d'une main et un chalumeau à propane de l'autre. La lame de la hache brillait. Sur le côté du réservoir de propane, il lut les mots « Berns-O-Matic ». Elle s'inclina de nouveau pour se redresser cette fois avec une bouteille sombre et une boîte d'allumettes. Sur l'étiquette de la bouteille, il lut « Bétadine ». Jamais il n'allait oublier ces objets, ces mots, ces noms. « Non, Annie !» hurla-t-il. « Je ne bougerai plus d'ici, Annie, je le jure. Je ne sortirai même pas du lit. Je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, pas la hache !»« Oh, ça ira très bien, répondit-elle. Son visage avait maintenant cet aspect de chair pendante, cet air débranché, cette expression de vide perplexe, et avant que son esprit ne fût complètement consumé par la panique qui le dévorait comme un feu de forêt, il comprit que lorsque tout cela serait terminé, elle n'aurait que le plus vague souvenir de ce qu'elle aurait fait, comme elle n'avait que le plus vague souvenir d'avoir tué les bébés, les vieillards atteints d'affection terminale ou le malheureux Pomereau. Après tout, il avait devant lui la femme qui, bien que diplômée en 1966, lui avait dit quelques minutes auparavant qu'elle avait été infirmière pendant 10 ans. C'est avec cette même hache qu'elle avait tué Pomereau. Je sais qu'elle l'a fait. Il continua de hurler et de supplier, mais ses mots n'étaient plus qu'un bredouillis informe.
Il essaya de tourner, de s'éloigner d'elle, et ses jambes protestèrent. Il voulut les remonter contre lui, les rendre moins vulnérables, en faire des cibles moins faciles à atteindre, et son genou vociféra. « Rien qu'une minute, Paul, dit-elle en débouchant la bétadine. Elle versa un liquide bourbeux brun-rouge sur sa cheville gauche. « Rien qu'une minute, et c'est terminé. » Elle mit ensuite la lame de la hache à plat. Dans son puissant poignet droit, les tendons saillaient, et il remarqua l'éclat de l'améthyste qu'elle portait encore, qui se détachait sur la couleur rosée de son annulaire. Elle versa de la bétadine sur la lame. L'odeur du produit lui parvint, odeur de clinique, odeur qui signifie que l'on va vous faire une piqûre. « Cela fera juste un peu mal, Paul, pas très méchant. » Elle retourna la hache et inonda l'autre côté du tranchant. Il eut le temps d'apercevoir les fleurs de rouille éparpillées sur la lame avant qu'elle fût recouverte de la matière huileuse. « Annie, Annie, oh Annie, je vous en supplie, ne le faites pas. Annie, je vous jure que je ferai tout ce que vous voudrez, je le jure devant Dieu. Je vous en supplie, donnez-moi une chance de bien me conduire. Annie, je vous en supplie, laissez-moi une chance. Rien qu'un petit peu mal, et quand le sale boulot sera fait, on n'en parlera même plus, Paul. » Elle jeta la bouteille ouverte de bétadine par-dessus son épaule, le visage vide, neutre, et cependant d'une compacité inaltérable. Elle avança la main droite le long du manche de la hache, presque jusqu'à la hauteur du fer, puis elle le saisit plus haut de la main gauche et écarta les jambes comme un bûcheron. « Annie, je vous en supplie, Annie, ne me faites pas de mal !» Il y avait une expression de douceur songeuse dans ses yeux quand elle dit « Ne vous inquiétez pas, je suis une infirmière expérimentée. » La hache retomba en sifflant et vint s'enfoncer dans la jambe gauche de Paul Sheldon, juste au-dessus de la cheville. Une explosion de douleur tétanisa son corps dans un éclair géant. Un sang d'un rouge sombre vint éclabousser le visage d'Annie, lui faisant comme des peintures de guerre sioux, et alla s'étaler aussi sur le mur. Il entendit la hache grincer contre l'os lorsqu'elle l'arracha. Les yeux écarquillés, incrédule, il regardait ce qui arrivait à son corps. Le drap s'imbibait de sang. Il vit ses orteils se tortiller, puis la hache dégoulinante s'élever de nouveau. Détaché, ses cheveux lui pendaient devant le visage en mèches folles. En dépit de la douleur qui lui déchirait la jambe, il essaya encore une fois de la retirer, pour s'apercevoir que si elle bougeait, son pied, lui, restait immobile. Son mouvement ne faisait que rendre la plaie laissée par la hache plus béante, ouverte comme une bouche écarlate. Il eut juste le temps de comprendre que son pied n'était plus retenu que par le muscle du mollet, avant que la lame ne redescendît directement dans l'entaille, déchirant ce qui restait de lien entre la jambe et le pied, avant de s'enfoncer profondément dans le matelas. Les ressorts grincèrent et craquèrent. Annie libéra la hache et la jeta de côté. Elle regarda un instant, d'un air absent, le moignon qui dépassait, puis prit la boîte d'allumettes. Elle en enflamma une. Elle s'empara ensuite du chalumeau à propane, avec Brenzomatic écrit sur le côté, et tourna la molette latérale. Le chalumeau siffla. Du sang coulait de ce qui n'était plus lui. Annie plaça délicatement l'allumette sous le bec de gaz, et il eut un flouf sec, et une longue flamme jaune apparut. Annie la régla jusqu'à ce qu'elle devint un trait d'un bleu dur. « Je peux pas suturer, expliqua-t-elle, j'ai pas le temps, et c'est pas bon le tourniquet. Pas de point de pression central, il faut que je rince, que je cautérise. » Elle se pencha. Paul hurla lorsque la flamme vint lécher le moignon déchiqueté et sanguignolant. De la fumée monta, accompagnée d'une odeur douceâtre. Avec sa première femme, Paul avait été passer sa lune de miel à Maui, l'une des îles d'Hawaï. Ils avaient assisté à un luau. Cette odeur lui rappelait celle du cochon quand on l'avait sorti du trou où il avait cuit toute la journée. Embroché sur un bâton, ses chairs noircies pendaient et parfois tombaient. La douleur hurlait. Il hurlait. « C'est presque terminé, dit-elle, en tournant un peu la molette. Le drap de dessous prit feu autour du moignon, qui ne saignait plus, mais qui était aussi noir que la peau du cochon lorsqu'on l'avait sorti du trou de l'huau. Eileen s'était détournée, mais il avait regardé, fasciné, tandis qu'on enlevait la peau craquante de l'animal aussi facilement que l'on pèle une banane. « C'est presque fini. » Elle éteignit le chalumeau. Sa jambe gisait au milieu d'une double rangée de flammes, tandis qu'un peu plus loin, son pied se tortillait encore. Une fois de plus, elle se pencha et ramena ce coup-ci son vieil ami le seau jaune qu'elle renversa sur les flammes. Il hurlait, hurlait sans fin. La douleur, la déesse, la douleur. Oh, l'Afrique! Elle était debout, immobile. Elle le regarda, puis regarda le drap noirci et ensanglanté, avec un air de vague consternation.
Elle avait sur la figure l'expression de quelqu'un qui entend dire à la radio qu'un tremblement de terre vient de tuer 10 000 personnes au Pakistan ou en Indonésie. « Ça va aller très bien, Paul, dit-elle. » Mais il y eut soudain une note de peur dans sa voix. Ses yeux se mirent à se porter partout à la fois, comme lorsqu'elle avait cru perdre le contrôle du feu dans lequel elle avait brûlé son manuscrit. Ils se fixèrent soudain sur quelque chose, presque avec soulagement. « Je vais juste faire le ménage. » Elle prit le pied coupé. Les orteils étaient encore agités de spasmes. Elle traversa la chambre. Le temps qu'elle arrive à la porte, ils avaient cessé de bouger. Il vit une cicatrice à la voûte plantaire et se souvint comment il se l'était faite. Tout gamin, il avait marché sur une bouteille cassée. Était-ce à River Beach ? Oui, il lui semblait bien. Il se rappela avoir crié et comment son père l'avait rassuré. Ce n'était qu'une petite coupure. Il lui avait même dit d'arrêter de hurler comme si on lui avait coupé son fichu pied. Annie s'arrêta à hauteur de la porte et se retourna vers Paul, qui se tordait et hurlait toujours sur le lit ensanglanté et à demi carbonisé, le visage d'une pâleur mortelle. « Maintenant, vous voilà estropié, dit-elle. Et n'allez pas dire que c'est de ma faute, vous en êtes le seul responsable. » Elle disparut. Il s'évanouit. Le nuage était revenu. Paul plongea dedans, sans s'inquiéter de savoir s'il signifiait la mort au lieu de l'inconscience cette fois. Il en était presque à l'espérer. Simplement ne plus souffrir, par pitié. Plus de mémoire, plus de douleur, plus d'horreur, plus de Annie Wilkes. Il plongea dans le nuage, au plus profond du nuage, et c'est à peine s'il entendait, de loin, ses propres cris, s'il sentait l'odeur de sa propre chair calcinée. Et tandis que se dispersaient ses pensées, il cria en lui-même « Déesse, te tuerai, déesse, je te tuerai, déesse !» Puis plus rien, le néant.